Bah, quelle chance hein, d'être écoutez, reçu. je sais pas, oui, Mais gentil. ouais, non, vraiment, c'est une chance d'être reçu par, et sans vous flatter bassement, un des plus grands musiciens du monde. Oh, Une légende bien vivante, compositeur, arrangeur, 3 Oscars, une pelletée de Grammy Awards, des musiques de films évidemment inoubliables. Dites-moi, on va parler un petit J'aime peu bien de... la pelletée, c'est bien. une pelletée d'Oscars et de Grammy. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes rentré comme ça dans l'univers du cinéma? Écoutez, voilà, moi, dans les années 50, j'étais devenu un orchestrateur un peu célèbre, comme ça. Je travaillais à New York pour Barbara Streisand, pour Sinatra. Je travaillais à Paris pour Montand, pour tout comme ça. Et donc, j'étais orchestrateur jusqu'au jour où j'en ai eu assez. J'ai tellement écrit d'orchestration pour mes chanteurs, chanteuses, qu'un jour, je disais, fini, j'arrête. J'ai comme ça commencé à me lasser un peu et je sentais que j'allais devenir moins bon et que j'allais m'ennuyer et que je dis, il faut partir. La tête haute, en pleine gloire, j'arrête tout le monde, tout ça. Et puis c'était en 1959 et arrive un cinéaste qui était François Reichenbach, qui revenait d'Amérique, que je connaissais bien, qui revenait d'Amérique avec un documentaire magnifique sur les États-Unis. Il me dit voilà, on va le monter et tu vas faire la musique, etc. Il monte le film, monté prodigieusement par des gens magnifiques. C'était. Et puis, je fais la musique. C'était un documentaire, donc il y avait 1h30 de musique dedans. Et puis tous les nouveaux de la Nouvelle Vague qui arrivaient, qui ont vu ce film-là, ils se sont dit tiens, voilà un nouveau compositeur qui va. Et ils m'ont mis le grappin dessus et j'ai été un des 2 musiciens de la Nouvelle Vague. Est-ce que vous avez ressenti dans cette nouvelle vague justement une sorte de liberté qu'on peut ressentir également dans le jazz? Non, c'est un peu différent. Seulement, c'est le magnifique avec la Nouvelle Vague, c'est qu'on ne faisait pas d'argent, on ne faisait pas de succès, on faisait du cinéma. Et on a fait du cinéma. Et on faisait du cinéma sans un centime, sans rien. Moi, j'enregistrais des grands orchestres sans jamais savoir qui allait les payer. Tous les copains tournaient sans savoir qui allait payer la pellicule, on ne payait pas. Ni les techniciens, ni les comédiens, on ne payait personne. C'est-à-dire qu'on travaillait vraiment pour le cinéma pur, il n'y avait pas de producteur pratiquement. Ouais. C'était un moment formidable, formidable. Et puis, il y avait tout à boire et à bouffer dans tous ces jeunes gens qui faisaient du cinéma gratuit. Parce que n'importe qui ça amenait, il faisait un film. Et puis pareil, à la fin des années 60, j'ai commencé à être fatigué de cette nouveauté qui était puis tellement nouveau pour moi. J'arrête, je téléphone à tout le monde, je dis arrêtez maintenant, je pars aux États-Unis. Et je suis parti en Amérique. Est-ce que ça a commencé tout de suite sur les chapeaux de roue aux États-Unis ou alors vous avez commencé par des petits films? J'ai commencé par, ce qu'on appelle des petits films, c'est pas très gentil pour ceux qui l'ont fait. Vous voyez ce que je veux dire, production modeste. C'était... j'ai commencé par 2 films, c'était deux petites comédies. Une avec Dean Martin qui était charmante, puis une autre avec des comédiens, des acteurs anglais. Et puis tout à coup arrive l'affaire Thomas Crown. Ouais. Norman Jewison qui me dit voilà, on a fait un film, on ne sait pas comment le monter, voilà, il me faut une projection d'un bout à bout qui dure 5 heures, j'ai une idée, je leur dis écoutez voilà, on va enregistrer la musique d'abord, et puis après on montera si vous êtes d'accord. Comme vous ne savez pas comment monter le film, la musique va en décider. Et donc on a fait après le montage pendant 3 mois ensemble, avec Norman, avec moi et avec son premier monteur qui était un homme tout à fait extraordinaire. Et puis, ça a marché. Comment on peut justement expliquer, là vous nous avez expliqué comment ça s'est passé pour vous, ouais. Et puis ensuite il y a des films magnifiques, moi dedans il y a Un été 42 qui est un de mes films préférés, qui est une beauté totale. C'est formidable parce que c'était un vendredi. Alors ils me disent, un jeune producteur dit voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je vois le film, je dis c'est magnifique, c'est formidable, vous pouvez le faire. Oui, j'avais les larmes aux yeux. Alors j'en étais vendredi, j'ai dit écoutez c'est très bien mais il vous faut la musique quand? Ils me disent mercredi. Je dis quel mercredi? Le premier qui passe. Parce on commence le mixage jeudi. Alors j'avais donc 3 jours, 4 jours pour l'écrire. Et je l'ai écrit en 4 jours. Et puis c'est resté comme ça, c'est resté à la postérité. C'était 4 jours sérieux, important, marrant. Ça c'est formidable. Je veux dire, parce que ça c'est la merveille du cinéma. Au cinéma, j'ai écrit beaucoup de musique que je n'aurais jamais écrite sans les films. Ça c'est très important. Deuxième chose importante, quand on écrit pour le cinéma, on écrit
Et le lendemain, on entend ce qu'on a écrit. Ouais. On n'attend pas 3 ans, 6 ans, voilà. Vous avez signé des BO, parfois les BO, les bandes originales sont un peu oubliées comme ça, et vous avez signé des morceaux qui sont rentrés dans l'inconscient collectif? Oui, ben vous savez, parce que c'est comme ça, moi je suis un musicien dont la musique parle, ma musique elle raconte des trucs, elle fait des choses, par exemple, quand j'ai écrit la musique du ballet pour John Neumeyer à Hambourg sur un sujet de son choix, on a fait un ballet de 2h30, et j'ai écrit une musique qui raconte toute l'histoire. On dit, il n'y a plus rien à ajouter. Je suis un musicien dont la musique raconte. Et quelquefois, avec les metteurs en scène, j'ai des problèmes parce qu'ils me disent, mais si je mets ta musique qui raconte un truc, mes dialogues, c'est tout à fait, je veux parler, c'est ça. Ben, je dis, change. Change ou supprime. La musique, ça suffit. Voilà. Comment on peut expliquer comme ça? Parce que, alors, vous avez fait une carrière vraiment, sans vous passer la pommade une fois encore, vous avez une carrière exceptionnelle. Mais comment on peut expliquer l'attirance d'Hollywood comme ça pour des compositeurs français? Parce qu'il y en a d'autres comme ça, on peut penser à Maurice Jarre, à Francis Lay, à Georges Delerue, aujourd'hui Alexandre Desplat. Oui, Delerue et Jarre qui a été aussi là-bas. C'est quoi? Il y a quelque chose dans l'école française qui les... Non. C'est juste les talents, quoi. C'est tout, c'est parce que c'est des bons musiciens. Dites-moi, à Hollywood, on sait aussi que ça fonctionne beaucoup à la formule. Est-ce qu'on vous a demandé de refaire l'affaire Thomas Crown? Est-ce qu'on vous a demandé de refaire un été 42? Est-ce que vous y êtes opposé? Toujours. J'ai toujours refusé. J'ai dit non. Ce qu'on fait une fois, vous savez, quand on a fait avec Jacques Demy en 64 les parapluies de Cherbourg à Paris, qu'on n'a pas trouvé un centime, aucun producteur ne voulait mettre d'argent, par extraordinaire, par une pirouette extraordinaire, grâce à un homme, on a pu, avec des 3 bouts de ficelle, faire le film. Quand ça a été un gros succès, tous ceux qui avaient refusé de mettre de l'argent, non, vous m'en faites les parapluies. Dit non, mais si on l'a déjà fait une fois, merci, on fera autre chose. Il y a quelque chose de surprenant, c'est que vous avez reçu donc une pelletée d'Oscar, une pelletée de Grammy. Ouais. Vous n'avez pas reçu de César? Non, mais c'est normal parce que moi je suis à l'origine des Césars. C'est-à-dire qu'avec toute une équipe, on a monté, on a inventé, on a créé les Césars. Et moi, je m'occupais beaucoup des Césars dans les 7 premières années. C'était l'époque où je ne faisais plus de films français. J'étais déjà au cinéma américain. En d'autres termes, je n'avais rien à présenter aux Césars. Ouais. Car à l'époque où je faisais beaucoup de musique de film, les Césars n'existaient pas encore. Voilà pourquoi. C'est simple. Très bonne réponse, ça me va absolument bien. Le Festival de Cannes, je crois savoir, vous auriez... On a eu la Palme d'Or avec les parapluies de Cherbourg, on a eu la Palme d'Or avec Joseph Losey dans Le Messager, de Go Between, voilà. Je sais que vous auriez aimé peut-être je pense savoir que vous auriez peut-être aimé qu'on récompense un peu plus la musique dans ce festival. Ils n'ont jamais voulu. Au festival, ils avaient dit non, parce qu'on ne récompense aucun technicien. Je dis technicien, vous exagérez quand même. Je veux dire, la musique, on ne plante pas des clous, on ne vise pas des trucs. Vous devriez... Non, il ne faut pas. Ils n'ont jamais voulu. Bah tiens, d'ailleurs, puisqu'ils vous ont vu comme un technicien, ce que vous êtes évidemment bien plus, mais comment on peut expliquer ça? Aux États-Unis, le film musical est quand même bien mieux vu. En France, on n'a pas vraiment cet engouement pour la comédie musicale scénique ou la comédie musicale au cinéma. C'est presque, en tout cas ces dernières années, c'est quasi inexistant. Vous croyez que c'est dû à quoi? C'est vrai. Mais c'est vrai, parce que je crois que le Français, il est musicien de nature, il est formidable, mais il n'a aucune culture musicale, le public français. Dans les écoles de France, on n'étudie pas la musique du tout. La France est un pays littéraire. Les gens lisent, écrivent. Il y a 174 000 romanciers, écrivains. Musiciens, il n'y a pas beaucoup. Parce qu'en France, le public n'est pas musicien. Il est musicien de nature, mais il n'est pas du tout de culture. Il ne fait pas une grande différence entre un accordéon et un radiateur. Vous pensez que les acteurs aussi français ont une culture trop faible au niveau musical, au niveau chant, au niveau danse? Tous les Français. Les Français en général, quoi. En général, il n'y a que ceux qui veulent vraiment faire de la musique leur métier, qui ont une culture. Les autres, rien. Et c'est pas de leur faute.
Ouais, c'est parce que c'est pas appris dès le départ. Non, ça n'a jamais Et je confirme, moi, à l'école, on m'a quasiment rien appris. Dans tous les pays comme l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne et tout ça, ils ont, dès tout petits, obligés de jouer d'un instrument, d'apprendre à lire la musique. Ils ont, à l'équivalent de leur bachot dans tous ces pays-là, que je viens de citer, ils ont un coefficient important de musique. Ils doivent jouer d'un instrument, ils doivent déchiffrer. Je veux dire, après, ils seront docteurs, pilotes d'avion, peu importe. Mais quand ils sont dans la musique, ils savent de quoi ils retournent. Ils écoutent, ils entendent, ils peuvent lire la musique. C'est la moindre des choses. En France, zéro. Zéro. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, j'y vais, je dis au ministre de la Culture, je dis, pitié, je vois que la France, un jour, devient, oui, on va s'en occuper. Rien. Eh ouais. Et du coup, bon, on est un petit peu à la traîne. Vous avez sauté le pas vers la mise en scène avec 5 jours en juin. Oui, sauter le pas, c'est beaucoup dire. Je me suis beaucoup investi, amusé, parce que finalement, je voulais voir de quoi j'étais capable. Oui, justement, alors, vous vous êtes dit ça, quoi? Parce que vous étiez cinéphile, parce que vous vouliez effectivement passer un cap? Non, j'avais une dette par rapport à ma maman, qui avait fait le même voyage avec moi. On devait le refaire comme une cérémonie de retour, et puis elle est morte d'accident. On n'a pas pu le faire, donc je lui ai fait ce cadeau. Je dis, puisqu'on n'a pas pu refaire le voyage qu'on avait fait en bicyclette ensemble, on n'a pas pu le refaire en voiture demain, j'ai fait un film pour elle, voilà pourquoi. D'accord. Donc, comme ça, elle a pu regarder le film, d'où elle est. Dites-moi, vous allez me dire si je me trompe, vous avez déclaré, il me semble, un jour, qu'un Oscar était comme un sucre et que vous n'en aviez pas besoin pour composer. Vous en mangez beaucoup, vous en avez eu au moins 3. Et on l'a dit tout à l'heure, au César, non, mais vous avez reçu des Palmes d'Or. Avez-vous eu le sentiment à une époque d'être mieux reconnu aux États-Unis? Oui, mais même encore aujourd'hui. Toujours aujourd'hui? Toujours, oui. Simplement, quand je fais un concert aux États-Unis, je veux dire, j'ai 7 ou 8 chansons ultra célèbres. Dès que ça commence, les gens applaudissent, se lèvent. En France, quand je fais les concerts en France, il y a 3 chansons pour lesquelles ils applaudissent et qu'ils connaissent. D'accord, c'est... Pas beaucoup. Oui, toujours les mêmes en fait, les Moulins de mon cœur, j'imagine. Donc c'est comme ça que ça s'explique. Et pourtant, on ne vous oublie pas quand même. Je ne sais pas si vous avez vu, si on vous en a parlé, la semaine dernière dans une émission de télécrochet française, La Nouvelle Star, pour ne pas la citer. Ouais. Il y a eu une très très belle reprise des Moulins de mon cœur. Je ne sais pas si vous l'avez, si on vous l'a montré. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure sur mon téléphone, si vous voulez. Et puis aussi, Becbédé a fait appel à vous, Frédéric Becbédé, pour l'amour le final de L'amour dure 3 ans. Oui, c'était très très charmant, très bien. On ne vous oublie pas en France, quand même. Non, mais je sais qu'on ne m'oublie pas. C'est formidable à tel point que quand je fais les concerts en France, les gens viennent, c'est plein. Enfin, je ne suis pas oublié du tout. Mais seulement, c'est comme ça. Et puis, vous savez, moi, je ne fais pas carrière. Je fais de la musique. Donc, je fais de la musique comme je peux, où je peux, quand je peux et le plus souvent possible. Voilà. Ça se résume à cette chose magnifique, car je crois que d'être compositeur, c'est le plus beau métier du monde. Merci beaucoup. Avec joie. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Okay. Merci. Merci. Il faut en mettre un peu dans le